sur ce plateau et on va aller au pas de course parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour partir de cette studio. On prend la deuxième thématique sur le niveau de vie de l'Occident, les souffrances et les pillages du continent africain. Quelle réalité au fond? Pour le président russe Vladimir Poutine, il y a une nette relation et la situation du continent africain aujourd'hui et la résultante de l'action de l'Occident au fil des années, voire même des siècles. Alors, Jonathan Batengene, est-ce que vous êtes d'accord avec le président russe qui lit pratiquement la situation, le niveau de vie de l'Occident à l'heure qu'il est, les richesses de l'Occident, avec les souffrances et le pillage du continent africain? Tout à fait, tout à fait. C'est un argument qu'il a certainement peaufiné à l'aune des analyses développées par plusieurs spécialistes, que ce soit ici ou bien sur le continent africain. Quand on parle même de la naissance du capitalisme, parce que beaucoup disent que le capitalisme est né de l'accumulation des... Le capitalisme, ce n'est pas un système qui est né ex nihilo, ou bien qui est né de manière contextuelle en Europe à partir d'un travail miraculeux d'une population qui s'est rendu compte de sa pertinence et de son envie de s'enrichir. Le capitalisme naît de ce que des conditions historiques se sont construites à partir de ce qu'on a appelé l'esclavage, le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire a trouvé que les banques qui avaient été reprises à partir des principes musulmans, des banques italiennes, pour la plupart, qui se sont aussi développées en Angleterre, les banques avaient besoin de fructifier du capital. Et ces banques qui opéraient généralement dans le cadre du commerce, mais plus du pèlerinage à la Mecque, à Jérusalem, ces banques-là n'arrivaient pas à trouver une activité économique intense. Et le commerce triangulaire leur a donné l'opportunité de fructifier du capital plus rapidement. Comment? On prenait les esclaves presque gratuitement en Afrique, on les revendait aux Amériques, ces derniers cultivaient dans les champs gratuitement, bien étaient payés, c'était parfois au repas si le maître était très gentil, et ils étaient fouettés. Donc, ils produisaient dans des conditions très avantageuses. Et les banques, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles finançaient juste les projets de ceux qui voulaient investir en Amérique dans le commerce triangulaire ou dans la production de ressources qui étaient bien consommées en Europe. Du coup, les banques se sont retrouvées à faire des bénéfices. C'est d'ailleurs pourquoi vous allez voir que les pays qui bénéficient le plus du capital, le pays où le capitalisme se structure le plus profondément, c'est l'Angleterre. Parce que l'Angleterre a un empire colonial important. L'Angleterre, au niveau des Amériques, est le pays qui a la plus grosse possession en matière de productivité, c'est les États-Unis. Et les riches lords anglais qui vont investir là-bas vont développer une activité financière importante. Les plus grandes banques naissent en Angleterre et puis les plus grandes bourses en Angleterre et en Hollande. C'est comme ça que le capitalisme s'est construit. Et le capitalisme est le système qui va permettre l'éclosion de l'industrialisation européenne. Vous allez voir que l'Angleterre, parce qu'elle a le plus bénéficié de cette économie esclavagiste, sera également le premier pays le plus industrialisé d'Occident. L'Allemagne va suivre l'Angleterre parce que l'Allemagne a une histoire particulière. Les Allemands sont dans une compétition avec les Anglais. Les Allemands vont aussi développer leur industrie et ils vont essayer de rattraper les Anglais. Mais quand vous regardez l'Angleterre, la France, la Belgique, la Hollande, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, dans une moindre mesure, non, dans une forte mesure, parce que l'Italie à cette époque a vécu grâce aussi à la papauté.
tous ces pays ont eu leur richesse à partir d'un pillage des autres nations. L'Allemagne également entrera là tardivement. Et l'Allemagne également se fera une bonne partie, se fera une certaine richesse dans ce commerce. L'Europe qui s'est construite n'est pas une Europe qui peut se targuer et avoir compté sur son propre travail. L'Europe s'est construite au détriment des autres nations. Les Indiens qui ont été pillés par les Espagnols, les Amérindiens qui ont été pillés par les Espagnols, qui ont été pillés par les Anglais, qui ont été pillés par les Hollandais, qui ont été pillés par les Français, les Asiatiques qui ont été pillés par les Hollandais, qui ont été pillés par les Anglais, qui ont été pillés par les Français, les Africains qui ont été, alors eux, ils ont été balkanisés, pillés, volés, les Belges qui ont construit leur pays grâce à la RDC. Ce que M. Poutine dit, ce n'est que le constat d'une réalité historique. Le grand mensonge historique est exposé avec l'opération militaire spéciale en Ukraine. L'Occident qui nous avait fait croire que c'était la rationalisation du travail qui a mené à l'enrichissement de son territoire. On a vu lorsque le gaz bon marché russe a été coupé pour les Occidentaux. L'Allemagne a perdu 250 000 entreprises. L'Angleterre a connu un taux d'inflation qui atteignait les 40%. La France a connu un taux d'inflation qui est au-dessus de 11% aujourd'hui. Non, qui est à 11%. On a d'autres nations européennes qui atteignent des taux records d'inflation à 17%. Les États-Unis même sont en crise. Simplement parce qu'ils n'ont plus un pays qui peut leur procurer les ressources naturelles, une ressource naturelle moins chère. Mais regardez si c'était le cas avec les pays africains. Imaginez-vous que nous, Africains, on venait à couper comme les Russes ont coupé leur gaz, l'or, le pétrole, le diamant et les autres matières premières. Si on venait à les couper, eh bien vous constaterez que l'Europe n'aurait plus la capacité de vivre dans le train de vie qu'on lui connaît aujourd'hui. Monsieur Poutine a extrêmement raison et son constat est vérifié. Merci beaucoup à vous, Jonathan Patengané, professeur Jean-Paul Delec. Il nous reste pratiquement 9 minutes pour faire le tour de table. Je propose que on puisse vraiment faire l'économie de ce bout de temps. Alors, avec ce que Jonathan vient de dire, après les déclarations du président Poutine, concrètement, on peut quand même interroger quelle est la responsabilité des Africains vous connaissez, vous avez pratiquement passé toute votre vie en France par exemple, et bien sûr dans d'autres pays de l'Occident, avec le niveau de vie de ce côté. Quelle est un peu la responsabilité des Africains dans la construction de ce niveau de vie et les souffrances et les pillages de leur propre continent? Quel que soit Alpha, on connaît le coupable. Bon, c'est pas la peine de chercher à culpabiliser les Africains, puisque c'est eux les victimes. Le coupable, c'est celui qui a fait les Africains des victimes. C'est celui qui est venu avec la complicité comme un vol de Gerfaut. Il n'y a aucune complicité. Comme un vol de Gerfaut hors de Charny natal, fatigué de porter ses misères hautaines, de palos de morguet, routiers et capitaines partaient ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Sipango mûrit dans ses mines lointaines. Ça, c'est José Maria de Heredia. Son poème s'appelle Les Conquérants. Il est reconnu comme un parnassien dans la classification des poètes français. Heredia, c'est pas n'importe qui. Il est d'origine cubaine. Donc ça sonne comme ça chante quand même. C'est un Cubain d'origine, même s'il a vécu le reste de sa vie en France et il est mort en France. Il a son buste qui se trouve pas loin du Sénat français, dans le jardin de Luxembourg. Je l'ai vu plusieurs fois. Ça me faisait même un plaisir de passer devant Heredia. Parce que j'ai appris cette poésie quand j'étais à l'école principale à Stécique. Et elle faisait partie de mes morceaux choisis. Quand on fait le CEPE, il y avait les morceaux choisis. Donc j'ai encore la mémoire aujourd'hui. J'aurais pu le rester totalement, mais je m'arrête en chemin.
Donc c'est pour dire que, c'est que ça signifie quoi? Non, on parle de brutalité là. On les a jamais invités, ces gens-là. Si oui, mais on sera en bonne entente. Or, ce n'est pas le cas. C'est des pilleurs comme Poutine l'a dit. Poutine, moi je vais faire court, hein, comme il y a peu de temps. Monsieur Poutine, c'est bien. C'est l'honneur de la race blanche. Heureusement qu'il existe. Parce que sinon, même si on a eu des enfants avec les femmes blanches, ou des enfants avec des hommes blancs pour les femmes noires, on est en droit d'en vouloir à ces gens-là. On peut prendre nos enfants, les garder avec nous, mais les en vouloir eux. Eux, même ceux-là avec qui on a fait les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont maltraités, ils ont maltraité nos ascendants, et ils continuent à nous maltraiter, parce qu'aujourd'hui, c'est pas fini. Et ils disent qu'ils sont contre la repentance. Et vous voulez que nous, on dise que nous nous sentons coupables quelque part, quand eux, ils sont contre la repentance. Et ils ne savent pas s'arrêter. Même tout à l'heure, le problème du Mali, vous voyez, ils ne savent pas s'arrêter. Hein? Je pense à mon patron quand j'étais étudiant. J'ai travaillé pendant les... J'ai fait une fois un job d'été. Il s'appelait monsieur Shérif. Shérif, parfois il m'invitait, il dit, toi, l'étudiant, viens discuter avec moi. C'est moi qui te paye. C'est pas pénétrer avec les autres. Je fais court. Et il me disait, je me souviens d'une chose qu'il disait. J'ai chuté là-dessus. Les imbéciles n'ont pas de limite dans leur raisonnement. Ça s'applique parfaitement aux Occidentaux. Et M. Poutine nous montre que lui, il a été européen, il est différent d'un occidental. Il a bien compris le problème. Ces gens-là, leur richesse, ils doivent ça à l'Afrique. C'est la souffrance des Africains. Et Simo, qui est un de nos compagnons, il dit souvent que être sous la domination de la France, c'est subir la souffrance. Et donc la France, c'est la souffrance. Très bien. Merci à vous, professeur Jean-Paul Bellec. Nessor Podacé, je voudrais que vous preniez aussi 2 minutes pour répondre à la question que je vais vous poser. Alors, après avoir suivi les précédents panélistes et aussi après cette déclaration du président Poutine, alors qui prépare en même temps le prochain sommet pratiquement un autre paradigme au regard de ce que, ça sont ces déclarations, l'Occident a infligé au continent africain. Est-ce que vous croyez fermement, comme beaucoup d'autres Africains, le professeur Jean-Paul Bellec le faisait savoir sur ce plateau, que pratiquement la Russie et les relations entre l'Afrique et est une relation pratiquement différente, une relation qui ferait pratiquement gagner le continent africain? Merci pour la question. Et moi, je dirais que la relation entre la Russie et l'Afrique doit être une relation gagnant-gagnant. Et j'ai confiance que ça va arriver à ce stade. Parce qu'aujourd'hui, si toi et moi, on peut communiquer moins cher au téléphone, c'est grâce aux satellites africains que Kadhafi avait lancés. Et c'est la Russie et la Chine qui ont accepté de mettre leurs technologies à la disposition des Africains, car les bandes criminelles de l'OTAN avaient refusé. Et à cause de ça, Kadhafi a été tué. Vous-même étant homme des médias, vous le savez, tous les Africains le savent. Donc pour moi, si l'Afrique veut se libérer, il faut collaborer avec la Russie de façon gagnant-gagnant. Pas une coopération de domination, de paternalisme comme pour la France et sa bande criminelle de l'OTAN. Mais que ce soit de façon saine, tel que la Russie est en train de le faire, pour que la Russie a collaboré avec la Chine, pour que la Chine se développe avec la Corée du Nord, ainsi de suite, l'Inde et autres. Donc, nous pensons qu'aller avec la Russie aujourd'hui, c'est une très bonne chose, c'est une nouvelle, pour qu'on puisse se développer sur le plan de l'armement. Ce n'est pas un pays qui a colonisé même l'Afrique, hein. Il faut reconnaître que tu vas fouiller dans l'histoire de la Russie, tu ne verras pas. La Russie est un pays riche, son sous-sol est très riche. Si la Russie ferme le registre, c'est l'Europe qui le fait. Donc, la Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. La Russie, et puis il faut reconnaître que c'est maintenant, sinon, au temps de Sankara, beaucoup d'étudiants burkinabés ont étudié en Russie, à l'URSS, l'Union soviétique. C'est parce que Sankara est mort, tous ceux qui ont étudié au Cuba, en Russie, ont eu des difficultés. Ces étudiants-là même d'autres sont morts dans la souffrance ici, parce que l'État burkinabé, avec Blaise Compaoré, les a abandonnés en Sankara. Donc c'est pour dire que la collaboration avec la Russie est une très bonne chose. Et nous pensons que c'est le moment quand même de saisir pour se développer. Parce qu'on a trop à durer dans l'asservissement de la France.
On a trop duré dans la souffrance, dans la junte, dans la main de la junte française et sa bande de l'OTAN. Donc, il est temps qu'on finisse avec ces vampires-là, aller à une coopération sérieuse, gagnant-gagnant. Donc, la responsabilité est là. Aujourd'hui, je suis dans la tristesse de voir que c'est toujours un pays qui convoque tout un continent pour des sommets. C'est trop infantilisant, selon moi. Parce que si l'Afrique, on s'unit aujourd'hui, on fait États-Unis d'Afrique, le lendemain, on devient premier puissant du monde. Et pourquoi on n'arrive pas à ce stade? C'est triste qu'on continue à dire sommet Russie-Afrique, sommet Russie-France et France-Afrique, sommet Amérique-Afrique. Je n'aime pas cette phrase-là. Je ne suis pas content de ça du tout. La respectabilité doit être réciproque. On peut dire sommet Russie-Cameroun, Russie-Burkina, mais Russie-Afrique. Cette connotation donc qui était France-Afrique doit plus se répéter avec Afrique et bien un autre pays, même quel que soit son partenariat avec nous. Il est temps qu'on se fasse respecter. Comment tout un 54 chefs d'État vont se lever, aller s'asseoir, c'est un seul président, et puis c'est lui qui venait l'écouter. Vous arrivez chez vous, vous êtes incapable de vous entendre pour parler le même langage. Il faut que cette mentalité de crabe s'arrête. Voilà. Il faut que nous arrêtons nos petites querelles de quartier là. Parce que nous-mêmes déjà, on a lancé très bientôt, on est en train de travailler la société civile malienne, burkinabé et guinéenne pour qu'on puisse aller à une fédération très rapidement. Voilà. Une fois que cette fédération est faite, les autres pays doivent se joindre à cela pour qu'on laisse tomber les petites barrières qui existent entre nous. Parce que si on va continuer dans ça, sommet France-Afrique, Amérique et Afrique, Asie, Afrique, Chine, Afrique, Japon, Afrique, maintenant c'est Russie, Afrique. À quel moment on sera indépendant? Il faut qu'on se fasse respecter. Il est temps qu'on se fasse respecter. Donc pour moi, les valets locaux doivent quitter le pouvoir et laisser la place à la jeunesse panafricaine patriote. Je dis bien jeunesse patriote parce qu'il y a une jeunesse corrompue aussi, qui est là pour travailler pour l'impérialisme. Il faut que cette jeunesse-là se mette de côté et laisser la place aux vrais panafricanistes, aux vrais patriotes qui vont travailler à unir l'Afrique pour qu'on soit premier puissance rapidement. Voici moi ma vision. Sinon, moi, c'est pas ma vision de voir que c'est nous on court pour aller chez les autres tout le temps. Pourquoi? Alors que la richesse, 80% de la richesse mondiale se trouve chez nous. Il est temps qu'on arrête cette manière de penser et cette manière de faire qui n'honore pas la dignité noire, qui n'honore pas l'africanité, alors que nous sommes l'original. Black Soman. Nous sommes l'original, toutes les couleurs sortent du noir. Il est temps que nous arrêtons cette mendicité, ce comportement de mendicité et affirmer notre leadership vrai, qui est l'originalité, la source. Car nous sommes la source. Tout a commencé en Afrique, tout va se terminer en Afrique. C'est pas normal qu'on continue à être des suiveurs éternels. Merci beaucoup. Bah, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de l'émission. On a même grignoté déjà un peu plus d'une minute du temps du réalisateur. Alors, vous allez conclure cette émission. Et je voulais vous relancer par cette observation, alors j'ai réussi à le dire, de Nestor Podacé. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les Africains est-ce que les Africains doivent rester et attendre que l'Afrique, la Russie vienne les délivrer des mains de l'Occident? Qu'est-ce que eux-mêmes, Africains et pays africains, ont à faire? Vraiment, vous prenez la parole pour conclure cette émission. Il faut comprendre d'où l'on vient. Oui. Chaque fois qu'on sait d'où l'on vient, on sait mieux où on va. Batangene a commencé à expliquer comment le capitalisme est né. Donc, je ne vais pas rentrer nécessairement dans les éléments qu'il a apportés, mais je vais rapidement brosser 2-3 choses pour arriver à la situation actuelle. Il y a en Europe, à la fin du Moyen-Âge, une période qui s'appelle la Renaissance. Et au cours de cette période, il y a une classe sociale qui commence à se distinguer et qu'on appelle la bourgeoisie. C'est cette classe-là qui va tout faire pour s'entendre avec l'Église catholique pour lancer ce qu'on appelle l'esclavage. Et cette classe qu'on appelle la traite négrière, qu'il ne faut pas confondre avec l'esclavage. L'esclavage, c'est autre chose. Ou disons, c'est une conséquence de la traite négrière, mais l'esclavage existe dans d'autres endroits du monde, mais disons, la traite négrière. Et la traite négrière, c'est elle qui va provoquer le premier essor économique de l'Europe. Les ports vont connaître un essor économique. Pourquoi? Parce que l'esclave le plus cher vendu était acheté en Afrique quand il venait. Il coûtait à peu près 480 livres anglaises à l'époque. Sauf qu'il était revendu aux plantations à 3 millions
une telle différence, c'est-à-dire 6 fois plus cher. C'est ça qui a enrichi l'Europe, qui donne à la bourgeoisie les premiers fonds qui vont lui permettre de pouvoir obtenir certaines capacités d'investissement. Et cette bourgeoisie, grâce à ces fonds-là, qu'elle aura donc engrangés, va pouvoir lancer le capitalisme. Oh, le capitalisme, c'est quoi? C'est l'exploitation intensive des ressources et des hommes. Tout simplement. Et donc, ils vont avec une brutalité inouïe, une brutalité extraordinaire. Ces gens-là vont chasser leurs propres frères, qui vont aller en Australie, en Nouvelle-Zélande aujourd'hui, se retrouver un peu partout dans le monde. Sauf que comme ils étaient très nombreux, ils pouvaient se permettre cela. Parce que par exemple, au 19e siècle, l'Europe, c'était à peu près 4 fois et demi la population de l'Afrique. Ils étaient autour de 450 millions d'habitants. L'Afrique, c'était autour de 100 millions d'habitants seulement. Parce que l'Afrique, il venait de spolier l'Afrique de près de 200 à 300 millions d'habitants. Et en même temps, vous voyez que les razzias africains des Arabes et puis des Européens ont fait que la natalité avait fortement chuté. Donc l'Afrique, la population ne se renouvelait pas rapidement. Et donc il va y avoir le capitalisme, sauf que le capitalisme fait face à un certain nombre de contraintes. Il faut que les matières premières soient les moins chères possibles pour pouvoir permettre aux bourgeois, donc à ceux qui désormais étaient les capitalistes, de gagner de l'argent, de faire des marges suffisantes et gagner de l'argent. Ces matières premières, malheureusement, pour la plupart ne sont pas en Europe. Il faut aller les chercher ailleurs, d'où la naissance de la colonisation, qui est simplement la phase internationale du capitalisme, de l'impérialisme capitaliste. Sauf que la bourgeoisie a besoin pour cela, parce que les gens sont quand même sur leur terre. Comment vous allez faire pour aller leur prendre les matières premières qui sont sous leurs pieds? Il vous faut l'armée. La bourgeoisie, le capitalisme va donc créer ce qu'on appelle la démocratie représentative. Or, la démocratie représentative, c'était un dol. Parce qu'il permettait simplement à la bourgeoisie de chasser les nobles du pouvoir, de s'accaparer des leviers du pouvoir et particulièrement de prendre le contrôle de l'armée. Parce que c'est grâce à l'armée que la bourgeoisie va aller conquérir les terres qui sont en dehors de l'Europe et pouvoir donc s'approprier les matières premières et sécuriser les marchés qui vont servir de débouché à leurs produits. Voilà ce qui explique la conférence de Berlin en 1884. Quand ils réussissent à faire ça, les excédents, les gains ne font qu'augmenter. Voilà pourquoi l'esclavage, à un moment donné, il y avait tellement de bagarres des Africains qu'ils sont obligés à un moment donné de s'entendre avec les Africains. Donc, il y a de plus en plus de gains. Et la colonisation commence. Sauf que la colonisation marche tellement bien, les matières premières coûtent presque rien, les marchés sont garantis. Lorsque vous avez un pays comme l'Inde, au début du XXe siècle, qui est certainement autour de 500 millions d'habitants, c'est un marché immense qui représente à peu près, qui est presque l'équivalent de l'Europe ou est légèrement plus peuplé que l'Europe. Donc c'est un marché extraordinaire, il faut les conquérir. Et ensuite, ils vont se retrouver avec, donc, il faut maintenir ce système parce que grâce à ce système que l'Europe s'est construite, qu'elle a connu son essor économique. Voilà pourquoi ils vont maintenir le néocolonialisme qui perpétue ce système. Mais je vais, en fait, parce qu'on va rapidement, je vais m'arrêter quand même, permettez de m'arrêter sur un cas très particulier qu'on appelle la France-Afrique. Parce que dans le cadre mondial du néocolonialisme, c'est un fait assez particulier. Il faut donc à la fois obtenir les matières premières à très bas prix. La France va les obtenir gratuitement grâce au franc CFA. D'où, en réalité, une compétitivité de l'économie de ce pays-là extraordinaire parce que les matières premières sont nulles. Quand elle achète du pétrole en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, elle marque qu'on a acheté, elle ne vous paye pas. Mais quand elle l'achète au Brésil, elle paye plein pot. Au Qatar, elle paye plein pot. Parce que ces gens, eux, ils ne donnent pas leur matière première gratuitement. Mais vous allez voir que l'Occident se bat depuis pour tirer les prix des matières premières vers les prix les plus bas possibles. Et particulièrement en ce qui concerne donc la France-Afrique, la France va structurer ce système tel que tout tourne autour du franc CFA. C'est le pilier. Et grâce au franc CFA, les matières premières sont gratuites, les marchés sont sécurisés et on brise toute tentative d'industrialisation dans ces zones, ce qui fait que c'est un marché garanti pour l'industrie française. Ou quand la France va se désindustrialiser elle-même, comme toute l'Europe, de façon assez curieuse, dans les années 80-90, eh bien, ils vont devenir les intermédiaires. Et je peux vous dire, par exemple, que si vous voulez vendre
par exemple, des contreplaqués au Japon, du bois au Japon à partir du Cameroun, vous ne pouvez pas. C'est les Français qui vont le vendre là-bas. Et donc, en fait, ce système-là fonctionne de telle manière que ces gens-là, ils prennent soit des commissions, soit ils accèdent directement à vos marchés, soit ils ont vos matières premières gratuitement. Voilà comment l'Europe et l'Occident ont construit leur prospérité. Quand Vladimir Poutine le dit, c'est un thème que j'aborde dans le dernier livre que j'ai publié, qui s'appelle Porbo Kibon. Et dans ce livre, je discute longuement de ce problème-là, qui est un problème extrêmement grave. Parce que quand vous prenez l'année 2021, les Africains ont... Il y a eu 110 milliards de tonnes de matières premières extraites dans le monde en 2021. L'Afrique à elle seule, on en a exporté 100 milliards. L'Afrique à elle seule a produit 33 milliards de tonnes de matières premières. Si vous affectez comme prix à 1 kilo, à chaque kilo de matière première, $1, mais vous savez que c'est faux. Le prix du cacao, c'est plus d'$1 le kilo. Le café. Ça fait quand même 33 000 milliards de dollars de revenus que l'Afrique aurait pris du temps. Non, donnez-nous, c'est important. En fait, ce sujet est extrêmement important et permet de mieux comprendre ce qui s'est passé au premier sujet. Ça fait 33 000 milliards de dollars de revenus d'exportation que l'Afrique aurait dû engranger. Même s'il n'y avait que 20% qui nous revenaient. D'abord, je vous rappelle que 33 000 milliards de dollars, c'est que 2 fois le PIB de l'Union européenne. L'Union européenne, son PIB l'année dernière, en 2021, n'était que de 18 000 milliards. Et la Chine, le Japon, les États-Unis, c'était 20 000 milliards. Donc l'Afrique, en réalité, a gagné 1,5 fois le PIB des États-Unis en termes simplement sur les revenus d'exportation. Mais vous savez quel est le PIB que l'Afrique a eu? 6 700 milliards. C'est totalement impossible quand vous avez des revenus d'exportation de ce niveau. Si l'Afrique avait seulement perçu 20% de ces 33 000 milliards de dollars, ça aurait été des revenus de 6 700 milliards de dollars. Seulement. C'est-à-dire qu'en dehors, donc, et sur 6 700 milliards de dollars, vous construisez au minimum un PIB qui est 5 fois supérieur. L'Afrique n'est pas potentiellement le continent le plus riche. L'Afrique est le continent le plus riche. Le problème de l'Afrique, c'est que vous avez des pays qui ont des adresses de livraison de pizza. Cameroun, Côte d'Ivoire, Ghana, tout ça. Et vous avez même des pays qui s'appellent Bénin. C'est-à-dire qu'un pays est là et il s'appelle Bénin. Donc je suis Bénin, je suis petit comme ça. Et les gens sont contents. C'est ça le problème de l'Afrique. Si vous prenez simplement la CEAC qui est en train de se constituer et que voilà qu'on nous met déjà une guerre dans la CEAC. Dès qu'on a entendu qu'on va avoir une fusion CEAC-CEMAC. Le jour où, si on réussissait à se mettre ensemble, les matières premières exportées l'année dernière en CEAC, c'est l'équivalent de 7 500 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB du Japon. Vous savez quel est le PIB que la Banque mondiale déclare être celui de la CEAC? Même pas 10% de ce montant, 571 milliards de dollars. Ça veut dire que les gens nous volent et on ne sait même pas ce qui se passe. Vous prenez un pays comme la Guinée-Bissau. L'Union européenne a pêché 500 millions de kilos de poissons au large de la Guinée-Bissau l'année dernière. Vous savez combien on leur a reversé? Ils ont perçu comme redevance 7,5 millions d'euros. Or, si ces gens percevaient 2 euros par kilo de poisson, je vous rappelle que certains poissons en Europe coûtent 60 euros le kilo. S'ils avaient perçu 2 euros par kilo de poisson, ce pays-là aurait perçu 1 milliard d'euros. Son budget de cette année n'est que de 484 millions d'euros. Vous voyez le gap? Imaginez qu'ils avaient perçu 4 euros par kilo, parce que les autres vendent le prix moyen du kilo de poisson en Europe, c'est 20 euros à peu près. Et on ne peut même pas reverser 4 euros au pays dans lequel on pêche ces poissons. Voilà comment l'Afrique est spoliée. Voilà comment l'Afrique est spoliée. C'est-à-dire qu'on vient pêcher 500 millions de kilos de poissons chez vous. Si vous les multipliez par 20 euros, ça fait 10 milliards d'euros. Mais dans 10 milliards d'euros, vous percevez 7,5 millions d'euros. Voilà comment l'Afrique est volée. Donc quand Poutine vous dit, mais là je donne quelques pistes par rapport à ce que j'ai dit dans mon livre, quand Poutine dit que ces gens ont bâti leur prospérité sur l'Afrique, il sait de quoi il parle. Et c'est ça le problème de l'Afrique. J'espère, et je finis par là, lorsque Nestor Poudassé vous dit un certain nombre de choses, il fait merci pour la présentation du livre, c'est celui-là, Mpodbo Kibon. Nous avons le mouvement des 10 000 élus panafricanistes que nous avons lancé depuis quelque temps. Il faut que, avec une mission simple, prendre le contrôle politique du continent. Il faut prendre le contrôle politique du continent pour remettre les choses à plat.
Discuter avec ces gens, leur dire c'est pas possible. Créer un État, si vous avez même seulement un État de l'Afrique centrale, un État de la CEDEAO, même si vous avez 5 États qui correspondent aux 5 sous-régions aujourd'hui, et que vous exigez que ces gens-là payent nos matières premières dans notre monnaie, d'ailleurs pourquoi on va vendre les matières premières encore à ce moment-là? La plupart des pays africains ne connaissent même pas le volume, le tonnage exact des matières premières qu'on puise dans leur pays. Ils ne connaissent pas. Imaginez si les gens maîtrisaient, avaient ces chiffres et pouvaient avancer. Donc, le mouvement des 10 000 élus panafricanistes a pour but d'avoir des élus partout qui aient des idées panafricanistes et qui protègent cela. Mais j'envoie un message à ceux qui nous volent. Parce qu'ils ont l'impression que nous sommes là pour être contre eux. Nous ne sommes pas contre vous. En réalité, si les peuples européens savaient pourquoi leurs armées font les guerres à l'étranger, ces gens-là n'accepteraient pas que leurs armées aillent combattre à l'étranger. Parce que ce n'est jamais pour la paix. Ce n'est jamais pour le bien-être. Ce n'est jamais pour quelque chose de bon, c'est toujours pour le contrôle des matières premières. Souvenez-vous que la bourgeoisie a volé la représentation nationale dans le cadre de la démocratie représentative pour prendre le contrôle de l'armée. Parce qu'en prenant le contrôle de l'armée et de la monnaie, ça leur permettait d'aller prospérer, faire proposer leurs activités capitalistes. Merci beaucoup, docteur Dominique Yamtimba. Je rappelle que vous êtes aussi économiste, hein, c'est pour ça que vous abordez ces questions avec beaucoup de passion et beaucoup de maîtrise surtout. Alors, le livre, très rapidement, on peut le trouver où? Le livre, on peut le trouver, vous pouvez aller sur la page du livre Porte Bokibon, il y a les éditions Éclosion à Yaoundé, et puis à Douala, il y a des coordonnées qu'on peut appeler et on trouvera le livre. J'espère que l'éditeur va le mettre bientôt sur Amazon, comme promis, et que ceux qui sont hors du Cameroun pourront l'acheter. D'accord, voilà, le message est passé. Merci donc à vous énormément, docteur Dominique Yamtimba. Je rappelle que vous êtes économiste et ce qui ne vous empêche pas d'être aussi analyste politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci énormément à vous, Issa Diawara, leader panafricaniste. Vous étiez avec nous depuis le Mali. Merci aussi à vous, Nestor Podassé, leader panafricaniste, qui était avec nous depuis le Burkina Faso. Jonathan Batengene, sociopolitiste. Merci encore, monsieur. C'est toujours un plaisir, mon frère Mouchili. D'accord, merci énormément. Professeur Jean-Paul Bellec, je ne sais quoi vous dire, astrophysicien, toujours présent quand on fait appel à vous. Merci de l'invitation, vive l'Afrique. Et monsieur Ouattara, prenez soin de Pouchéri Balé et libérez-la le plus vite possible, comme l'a dit Jonathan dès le départ, parce que tout ce qui pourrait lui arriver, et à d'autres d'ailleurs, sera mis sur votre compte. D'accord. Et ce n'est pas la CPI qui vous jugera, c'est le continent africain dans son ensemble. Professeur Jean-Paul Bellec, nous dirons aussi merci avant de partir à Parfait Bissaï et à Nathan du côté de la technique. Madame, Messieurs, je suis Raboubakar Sik Mounchili. J'ai eu tout le plaisir à vous proposer cette émission du Mérite panafricain. Merci pour votre bienveillante attention. La suite, c'est tout de suite avec d'autres programmes de votre chaîne de télévision Afrique Média.